Bienvenue à Question d'Info. Alors, le premier tour des départementales rime avec tripartisme. Comment envisager dans ce contexte l'évolution du débat politique et puis le match de 2017? Invité de Question d'Info aujourd'hui, Florian Philippot, député européen et vice-président du Front National. Et à mes côtés, pour vous interroger, Monsieur Philippot, Françoise Fressos du Monde, Frédéric Dumoulin de l'AFP et Marie-Ève Malouine de France Info. Alors, soit 772 duels, 297 triangulaires avec des candidats du Front National. Ça fait combien d'élus, d'après vous, à l'arrivée ? Ça fera, je pense, pas mal d'élus, mais réponse dimanche. Je ne peux pas vous donner de chiffres. On s'est jamais fixé de grandeur. Non, on ne s'est jamais fixé de chiffres, ni même d'ordre de grandeur, parce que c'était 2000 élections locales, voilà, avec des configurations locales, des sortants. Le Front n'avait pas de sortants, enfin, il en avait un sur 4000. Et donc, c'est très compliqué. Voilà. On a vu que les sondeurs, d'ailleurs, avaient eux-mêmes du mal, parce que c'est très difficile d'y voir clair quand on a autant d'élections locales. En tout cas, dans combien de départements vous aurez des élus ? Au total, dans combien de départements ? On reste présent quasiment, je crois, dans tous les départements. Non, mais la présence au niveau des conseils départementaux. Dans certains départements, on aura un élu, plusieurs élus. Et puis je vais vous dire, la clé, qui a la clé ? Ce sont les abstentionnistes essentiellement de premier tour. Voilà. Alors, un élu, plusieurs élus, mais est-ce que vous allez arriver à majorité plus un élu dans un département ? Eh bien, ça dépendra du choix des électeurs. Je ne peux pas vous dire plus que ça. En tout cas, c'est faisable dans un nombre certain de départements. Combien ? Il suffit de regarder les résultats. Il y a certains départements où nous sommes qualifiés dans l'ensemble des seconds tours. Il y a certains départements où nous sommes qualifiés dans l'ensemble des seconds tours, moins un ou deux. Donc ça reste largement faisable. Maintenant, avoir un département, vu la situation d'où on part, c'est-à-dire un élu sortant sur 4000, ça restera un exploit. Il ne faut pas se le cacher. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que vous imaginez en tout cas, que dans certains départements comme le Vaucluse ou l'Aisne, vous pourriez arriver par exemple à la majorité moins un élu, et que vous ayez un divers droite ou un UMP qui viendrait vous apporter cette majorité. Vous imaginez ça ? Vous êtes en tractation là-dessus ? Ou quelqu'un d'autre. Ou un divers gauche, peu importe. Ce sont des gens de bonne volonté. On ne ferme la porte à personne. Si on a la possibilité d'avoir une majorité patriote dans un département et qu'on a quelques élus locaux qui sont de bonne foi, nous rejoignent sur un programme clair, parce que là, ils nous rejoindraient, puisqu'on serait en majorité. Donc sur un programme clair, le programme du Front National, eh bien, pourquoi pas ? On ne ferme la porte à rien. C'est quoi un programme patriote ? C'est un programme déjà qui défend le département. Parce que ça fait partie de l'identité nationale et républicaine de la France, et les Français y sont attachés, puis c'est efficace le département, c'est la proximité, c'est beaucoup plus efficace que les grosses régions, les gros machins qui sont en train de nous construire. Vous êtes un parti qui sans arrêt dénonçait la gabegie, et là vous êtes pour le maintien du département. Est-ce que vous voulez supprimer à notre échelon, ou on garde tout ? Comment vous faites ? Non, on ne garde pas tout, justement. Oui, effectivement, on fait cette construction commune, département, État-nation. En face, ils veulent le développement de l'intercommunalité à marche forcée. Et on sait que c'est coûteux, l'intercommunalité. La Cour des comptes a déjà chiffré ça à 200 000 emplois doublons avec les communes. Les grosses régions, ils veulent squeezer le département à terme, ils l'ont plus ou moins avoué. Puis dans la loi NOTRe, ça n'est pas clair. On parle toujours de l'échéance de 2020, donc il faut rester prudent. Donc, les grosses régions, c'est pas un bon échelon. Non, la grosse région, c'est déconnecté, c'est lointain. Mais vous allez en gagner apparemment. Et ce sera coûteux. Ce que dit Marine Le Pen, vous allez en gagner 4, c'est ça ? Oui, mais ce sera coûteux. Donc vous la allez grosse les gagner région. Pour les détruire ou Non, sur ça on peut le faire au niveau national. Mais si vous voulez, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les régions ancien format, plus conformes à la proximité, n'aient plus d'élus propres. Voilà, là on fera déjà des économies. Ne soient plus que des instances de coordination entre les politiques départementales. Donc les élus départementaux se réuniraient à échéance régulière pour fixer la coordination. C'est l'inverse de la réforme Nicolas Sarkozy. Oui, c'est un peu l'inverse. Et par ailleurs, elle n'aurait plus de structure para-administrative accolée, comme par exemple les conseils économiques et socio-régionaux qui sont très coûteux. Ça, c'est une réforme. Oui. Voilà. Et c'est une réforme plus efficace. Dans un département, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? C'est défendre le département. Ensuite, c'est faire un peu la recette qui a fonctionné dans nos villes. C'est-à-dire faire des économies sur la mauvaise dépense publique. On parle de la fraude au RSA. Département, il y a énormément de dépenses sociales. Donc exactement, mais il y a de la fraude. Il y a aussi l'idée de faire plus de social. Donc où est-ce que vous supprimez les dépenses ? C'est ce que je vous dis. Les gaspillages, la fraude au RSA. Lesquels, par exemple ? La fraude au RSA, ça fait 3 fois que je le dis, c'est-à-dire par exemple la fraude à la domiciliation, la dissimulation de revenus, les engagements d'insertion qui ne sont pas respectés, etc. C'est par exemple la lutte contre le communautarisme. On a appris que dans beaucoup de départements, par exemple dans beaucoup de départements, on a appris qu'existaient des caisses, des associations. Alors je ne dis pas que c'est pas légal,
mais c'est juste pas opportun, c'est pas juste. Des caisses, des associations qui financent les retraites des anciens élus départementaux. Par exemple, dans les Alpes-Maritimes, en 2013, c'était 490 000 euros de Mais en quoi c'est subventions. la lutte contre le communautarisme, ça? Non, mais ça, c'est pas le communautarisme, ça, mais c'est une source de gaspillage. Et dans les départements Front National, ces caisses n'existeraient plus. Parce qu'on pense que les personnes handicapées et les personnes âgées doivent passer avant les anciens élus départementaux, que ça nous paraît plus prioritaire. Et ce sera suffisant pour augmenter la part. Oui, Il y a si des on, personnes fait, âgées. si on fait l'ensemble de ces économies sur les effectifs aussi, les effectifs de la fonction publique territoriale dans les grosses collectivités ont explosé ces Vous dernières années. licenciez? Oui, donc, Non, on licencie pas, mais on jouera sur les départs en retraite. Voilà, on estime que autant la fonction publique d'État dans certains secteurs a été beaucoup trop victime de l'austérité, par exemple le renseignement, la santé pour la fonction publique hospitalière, la police, etc. Autant la fonction publique territoriale a explosé. C'est pas simplement l'effet de la décentralisation. Voilà, on sait bien que c'est aussi l'effet folie des grandeurs, concurrence entre les grands barons locaux ou les petits barons locaux. Et je dis que les grosses régions qu'on nous concocte vont être très coûteuses parce que les nouveaux élus, les nouveaux grands seigneurs vont vouloir en mettre plein la vue. Alors, Et en mettant plein la vue, ça va être très coûteux pour le Le contribuable. Front National, c'est aussi des barons locaux, des baronnes locales. Vaucluse, si le Vaucluse est remporté par le Front National, ça va être un point, un avantage de Marion Maréchal Le Pen sur vous, non? Oh là, vous raisonnez, vous là, en toute petite politique. Non, je raisonne pas du tout comme ça. Je suis très heureux si on remporte le D'abord, Vaucluse. est-ce que c'est possible ou pas Bah oui, Selon vous. c'est possible. Ça sera difficile, mais c'est Ce possible. sera un booster pour sa carrière. Mais tant mieux, alors tant mieux pour elle, mais surtout tant mieux Parce que pour ça le va pas Front très bien National. entre vous deux. Non, mais attendez, on peut parler de fond quand même. On est à 3 jours du Bah oui, second tour. c'est du fond. Si les Parce qu'il y a deux Vauclusiens lignes ont la politiques. chance Il y a d'avoir deux lignes une majorité politiques différentes. départementale Front National, bah, ils en seront beaucoup plus heureux que ce qu'ils ont aujourd'hui, parce qu'on fera comme dans nos mairies. Et je signale que nos mairies ont été plébiscitées lors de ces élections, puisque dans la plupart d'entre elles, nous avons fait plus de 50%. Et dans toutes, nous avons fait des scores très supérieurs au second tour des municipales. Ce qui prouve que les Et Français adhèrent aux politiques Est-ce que municipales du Front National. C'est ça la vraie victoire, plus que l'amélioration du maillage territorial, c'est le fait que cette progression dans les mairies gagnées par le FN. Bah ça, c'est un signe que ça marche et que toutes les fadaises qu'on nous a racontées et qu'on nous racontera encore à l'avenir sur la gestion Front National, ce sera la catastrophe, ce sera les barbelés, ce sera je ne sais quoi, c'était faux. Parce que effectivement, ça se passe très bien. Souvent, les impôts ont été baissés ou au pire stabilisés. Il y a plus de commerce de proximité, plus de sécurité, moins de gaspillage, plus de démocratie locale. Et ça, bah, c'est la preuve grandeur nature un an après que ça Au fonctionne. niveau Et national. j'alerte les Français parce qu'on leur refera les mêmes peurs, on jouera sur les peurs de nouveau côté UMP et PS quand il s'agira de prendre la tête du pays en leur disant, ou des régions bientôt. Et nous disons, eh bien vous avez la preuve que tout ça ce sont des mensonges, question sur on la veut gestion. vous faire peur alors que la gestion nationale ça se passe très Une bien. question sur la gestion locale. Au niveau national, la grande idée, c'est la préférence nationale. Comment est-ce que vous déclinez ça au niveau local? C'est une idée parmi d'autres, oui. C'est pas Et la au grande niveau idée local, centrale. ça ne tient pas. Vous ne pouvez pas le faire, ça. Non, au niveau local, ça n'est pas dans les compétences locales. Il y a une loi, il y a la loi de la République. Comme dans nos mairies, on se fond dans la loi de la République. Ce qu'on peut changer au niveau national, et c'est pas bien méchant, la priorité nationale, hein, ce sont des choses de bon sens qui existent par exemple aux États-Unis concernant l'emploi. Si on donne d'abord priorité à un Américain pour trouver un emploi ou au Canada. Au niveau, moins de priorité pour vous, Florian Philippot, que pour d'autres. Non, mais je veux dire, c'est ça la priorité nationale. Le seul critère, c'est la nationalité française. Ça n'est pas un autre critère. C'est le critère qui existe aujourd'hui, par exemple, pour la fonction publique de souveraineté. Pour être policier, il faut être français. Au Voilà. niveau départemental, Pour le droit de vote. Au niveau départemental, il n'est pas question pour vous de mettre en place ou mettre en œuvre la préférence nationale en ce qui concerne les aides sociales. Non, la priorité nationale ne sera pas mise en œuvre dans les départements, comme elle ne l'a pas été mise en œuvre, dans les communes, parce que ça ne fait pas partie des compétences ni départementales ni municipales. Mais il y a beaucoup d'autres choses déjà à faire. Je rappelle que pour les personnes âgées, par exemple, la question de la dépendance et pour leur famille se posera de plus en plus, vu le vieillissement de la société française dans les années et les décennies qui viennent. Il serait temps d'y répondre. Le département, et notamment avec l'État, un bon échelon pour y répondre. Le débat Avec la politique. préférence nationale, là Non, mais pourquoi vous... Mais non, C'est mais vous pour- finalement pour qui être êtes clair. obsédé par la priorité nationale. Moi je vous dis qu'on peut le faire au niveau national, sur l'emploi, sur l'accès au logement social, et ça n'est que justice pour les Français. Mais en même temps, au niveau départemental, ça ne fait pas partie des compétences du Alors, département. on parle beaucoup depuis dimanche du tripartisme. Enfin, on en a parlé avant, mais on en parle beaucoup, encore plus depuis dimanche, Marie-Ève Malouine. Qu'est-ce que ça signifie pour vous quand on dit c'est le tripartisme qui est arrivé en France maintenant? Ça veut dire qu'on respire un peu déjà, parce que cette espèce de faux débat entre l'UMP et le PS était quand même déjà stérile du point de vue des idées. Il suffit d'organiser un débat UMP-PS, vous vous en rendez compte vous-même. Et les Français s'en rendent de plus en plus compte, c'est très fatigant, c'est très pénible, ça ne sert strictement à rien puisqu'ils sont d'accord sur tout.
Voilà. Que ce soit sur la signature des traités européens, l'immigration massive, le refus des frontières économiques ou migratoires, etc. Là, au moins, le tripartisme, c'est plus intéressant parce qu'il y a un acteur qui a bousculé ce jeu. Alors, ça leur déplaît, ils s'énervent, ils s'agacent, ils perdent leur nerf parce qu'ils voient que le confort douillet du bipartisme, c'est terminé. Mais c'est comme ça, c'est les Français qui ont décidé. Mais je pense que c'est transitoire C'est vrai pour le vers un nouveau tour, bipartisme. C'est vrai pour Et le c'est premier quoi le tour, nouveau mais pour bipartisme le second, en fait, ça, on revient à un bipartisme parce que les départements vont se partager entre le PS et l'UMP. Non, Ou alors, là, il nous sommes faudrait qu'il y ait des présents alliances. dans plus de 1100 second tours. Oui. Donc on n'est pas en bipartisme. Au niveau de la présidence du Conseil. Ah, mais la présidence, attendez, on part aussi de zéro. Tout va pas se faire en un jour, mais on va là construire un échelon local, départemental d'élus, des relais locaux comme on l'a fait dans les communes. C'est un peu la deuxième étape. La troisième étape seront les régions. Puis on arrivera à l'étape au gros du morceau, c'est-à-dire le national, l'Élysée législative, pour avoir la possibilité de tout changer. Alors vous dites un nouveau bipartisme. Oui, c'est quoi? je crois que ce tripartisme est bipartisme une entre qui étape et qui intermédiaire. Oui, alors c'est quoi Eh ben, ça va se finir entre eux et nous. Mais qui, Oui, mais qui Bah, eux, l'UMPS, Non, puis non, leurs mais alliés, Vous savez très bien qu'il leurs y a satellites plutôt. l'UMP d'un côté, le PS de l'autre. Mais non, regardez. Déjà là, qu'est-ce qu'on voit au second tour? Dans 3 cantons de l'Aisne, l'UMP se retire au profit du PS. Même chose dans le sud de la Drôme. Monsieur Valls qui dit, la dernière fois, dans une émission de télévision, où il était encore obsédé par le Front National, comme toujours, il nous explique que, je le cite, sur l'essentiel, on peut se retrouver avec Nicolas Sarkozy. Donc il prépare ce bipartisme. Vous savez, je pense qu'on est en phase de fusion en ce moment. Les esprits s'échauffent de leur côté, ils s'agacent, ils s'énervent, ils sont de plus en plus manifestement, ils perdent leur nerf. Ben ça, c'est le processus Donc de fusion en on va- physique-chimie, si vous voulez. Donc on Quand va les avoir un particules retour. s'agitent dans tous les sens, c'est qu'on va vers la fusion. Donc Et ben, on va- on va vers la fusion UMPS. Donc on va avoir un retour au bipartisme avec d'un Avec un côté vrai le Front clivage. National et de l'autre côté ceux qui ne sont pas Front National. Eh bien, je prends le pari que d'ici 2017, un des deux, UMP ou PS, aura disparu. Oui, Je mais prends le pari. regardez, D'ici c'est un des deux. 2017. Oui, parce que un des deux est inutile dans le débat, parce qu'ils disent la même chose et qu'ils font la même chose au On n'est pas pouvoir. encore au débat national, si on peut revenir au débat départemental. Comment vous ferez pour gérer les régions tout seul ou pour Les participer départements à ou la- les régions? Les départements, pardon, pour participer à la région, à la gestion et pour faire avancer les choses. Si vous restez tout seul, vous n'aurez aucune influence, sauf là où vous êtes majoritaire. Bah, si on Est-ce est que vous êtes prêt à majoritaire, faire on est des alliances majoritaire. Oui, mais Ça, y a quand vous pas ne de l'êtes souci. pas. Bah, si on ne l'est pas, et si les élus en face, à qui nous aurons proposé au 3e tour, c'est-à-dire après le second tour pour l'élection des présidents de conseils départementaux, auront refusé notre charte. Ça sera bien dommage pour les habitants parce que cette charte, elle est de bon sens. Elle dit qu'il faut moins d'impôts, et il faut plus de solidarité et plus de sécurité dans les collèges, Moins par d'impôts, exemple. plus de dépenses, finalement. Non, parce qu'il faut aussi faire des économies, donc pas plus de dépenses, comme dans nos villes. Toujours la même recette, on désendette et en même temps on baisse les impôts et on fait mieux. On fait plus efficace, on fait plus juste. Et ben ça sera dommage pour les habitants, mais ils géreront ensemble. Mais- Ils démontreront, Mais- comme on vient de le dire, Mais que à quoi ça- l'UMPS, ça Vous existe. parliez À vous-même quoi du serviront troisième vos tour. élus dans ce cas-là? Et ben ça sera l'opposition. L'opposition est indispensable en Mais démocratie. parfois, l'opposition, elle est constructive. Là, ce sera plutôt une opposition notre sur son opposition, temps à soi. Comme nos 1500 conseillers municipaux d'opposition, elle est constructive. Comme nos conseillers régionaux aujourd'hui d'opposition, ils sont constructifs. Comme nos députés et nos sénateurs d'opposition, ils sont constructifs. Comme au Parlement européen, nous sommes constructifs. Nous portons simplement Et une il faut voix peut-être différente. des alliances. Vous parliez Frédéric vous-même Moulin. du troisième tour. Ça sera donc le jeudi 2 avril. Qu'est-ce qui peut se passer en fait au niveau de ces présidences? Est-ce que on voit qu'il y a certains départements comme le Pas-de-Calais par exemple, comme la Seine-Maritime, où pour l'instant, enfin on va voir le résultat du deuxième tour, mais pour l'instant a priori, ça sera des départements sans réelle majorité. Est-ce que vous allez être les faiseurs de roi? Est-ce que vous allez proposer justement d'être l'appoint de l'UMP ou l'appoint du PS dans certains endroits? Parce que là, pour le coup, ça sera vous qui détiendrez la clé. Déjà, M. Dumoulin, laissons les Français voter. Dimanche, c'est eux qui décideront. Et jeudi, moi j'appelle encore une fois tous ceux qui ont voté pour Marine Le Pen à la présidentielle, notamment, ou qui ont voté Front National récemment et qui ne sont pas allés voter au premier tour, à se mobiliser. Parce que c'est eux qui ont la clé. S'ils veulent qu'on ait une majorité, on aura une majorité. On n'est pas très loin de cela, en réalité. Si on n'a pas de majorité, mais qu'on a des élus qui peuvent faire la bascule, parce qu'il n'y a que des majorités relatives en face de nous, on proposera effectivement une charte de bon sens qui dira, bah écoutez, on vous apporte nos voix, si vous vous engagez à défendre le département, et si vous vous engagez à respecter Mais quelques vous voyez points comme c'est de fond contradictoire sur les avec ce que vous solidarités, disiez. sur la baisse des impôts. S'ils veulent, eh bien, on participera à la majorité avec eux. Ce ne sera pas une force d'appoint. On participera, Donc, on c'est prendra la- nos responsabilités. Donc là, c'est de la pour petite des cuisine annonces, aussi. Non, c'est pas de la petite cuisine parce que c'est du fond. Et est-ce C'est que une vous charte avez- de fond. est-ce que C'est vous pas comme on voit en ce moment. Tiens, tu me soutiens là, je te soutiens Est-ce que là vous et avez je te rends déjà- l'appareil. Ça, c'est pas du Est-ce fond. que Nous, vous c'est avez du fond. déjà des discussions avec des élus au niveau départemental
qui peuvent vous faire dire que ces majorités avec d'autres forces sont possibles? Je ne suis pas au courant de tout parce que les choses se font au niveau local avec chacun de nos élus locaux, nos responsables cadres locaux, mais j'imagine qu'il y a déjà des discussions. Il y a déjà des discussions. Mais probablement. Mais avant qu'on ait voté ceci au second tour, ces discussions forcément ne sont pas allées très très loin. Votre cible, c'est l'UMP, c'est Mais on divers discute, vous droites, savez, c'est avec qui? tout le monde au C'est niveau qui? local. C'est On n'est pas l'UMP? sectaires, nous. C'est l'UMP, c'est des gens de l'UMP, votre cible? Non, Ou ce sont des divers droites, c'est qui? Ce très sont des précisément élus qui mettent l'intérêt général et l'intérêt départemental, en l'occurrence, avant toute autre considération. C'est tout. Ça n'est que Ça veut cela. dire qu'on- Et ces élus sont peut-être à droite, sont peut-être au centre, sont peut-être à gauche, Mais sont ça veut peut-être dire- ailleurs. Ça veut dire que vous nous dites Peut-être aujourd'hui, nulle part. on peut envisager des conseils départementaux avec des majorités divers droite, Front National, le 2 avril. Ou divers gauche Front National. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si ça se fait Et sur... donc, c'est si... pas l'UMP, c'est pas le c'est nouveau pas le parti. FN, Si ça se fait, c'est mais le FN ça mélangé sera aux autres. au niveau local, si ça se fait sur quelques engagements de fonds local, oui, parce qu'on préfère que la vie de nos compatriotes, même localement, s'améliore un petit peu pour nos personnes âgées, pour les contribuables, pour les personnes handicapées, pour la petite enfance, où on doit lutter contre le communautarisme. Par exemple, nous, on veut l'interdiction des signes religieux ostensibles comme le voile à la crèche. Bah voilà, tant mieux. On préfère cela à, par principe, nous mettre de côté parce qu'on pense qu'on a des compétences à faire Et ça partager peut- aux autres. Et ça peut être vu dans combien de départements, ça? Je sais pas, mais honnêtement, on pourra en reparler lundi si vous voulez. Mais là, dimanche avant le vote, c'est très compliqué de vous répondre. Est-ce que cette charte... Mais j'espère d'abord que les électeurs français vont nous donner un maximum d'élus départementaux partout, et pourquoi pas des départements, même si ça reste très compliqué, et que l'objectif c'est d'abord d'avoir un maximum d'élus. Est-ce que cette charte, ce sera la même pour tout le pays ou est-ce que chaque département pourra concocter la Elle sienne? n'existera que dans les départements où la Oui, question mais se est-ce que pose. le texte sera le même Oui, pour tous les départements? le texte sera le même parce que les problèmes, je vais vous dire, Ouais. sont les mêmes partout. Pourquoi est-ce que votre stratégie locale est aussi importante pour vous? Jean-Marie Le Pen, c'était pas du tout sa stratégie à lui. Là, vous êtes dans une implantation territoriale. Vous allez forcément, à un moment, faire des alliances, comme vous le dites, ou essayer d'en faire. Est-ce que c'est compatible avec tout le langage national où vous dites on est seul contre l'UMPS et on est la véritable alternative? Est-ce que c'est pas contradictoire, les deux stratégies? Non, l'implantation locale, c'est indispensable d'abord parce qu'on pense qu'on peut améliorer la vie de nos compatriotes avec les outils du local et on s'en prive pas comme on le fait encore une fois dans nos communes. Et en même temps, c'est indispensable pour arriver au pouvoir national. Bien évidemment, il n'y a pas de pouvoir national sans implantation locale. Et honnêtement, dans la stratégie qu'avait définie Marine Le Pen en arrivant à la tête du Front en 2011, quand elle s'est faite élire par les adhérents, eh bien, elle avait mis comme priorité l'implantation locale. On s'y tient. Et ça marche, et ça fonctionne. Alors justement, Et on va continuer avec les régionales, où on a de grandes ambitions, puis on arrivera au présidentiel beaucoup plus outillé, beaucoup plus armé qu'en 2012. Justement. Et c'est pour ça qu'on gagnera. Implantation locale, ambition présidentielle, Marie Malouine. Implantation locale indispensable, est-ce que ça veut dire que Marine Le Pen devrait se présenter au régional dans le Nord-Pas-de-Calais, dans la mesure où on dit aussi qu'il y a qu'elle qui peut la gagner pour le Front National? Et les régionales viendront un tout petit peu après, parce que là on finit les départementales. On va rentrer en campagne, hein. Oui, on va rentrer, Dans les on va rentrer en régions. campagne, un peu On plus est tard déjà- j'espère. On va pas faire 8 mois de campagne Dans non les plus. 5 départements que compose cette région, en fait, qui composent cette région, pardon, le FN est arrivé en tête. Marine Le Pen Est-ce que prendra sa Non, décision. mais vous souhaitez quoi? Euh, Vous souhaitez quoi? Moi, à titre personnel, je pense qu'elle a toute légitimité, compétence pour y aller, évidemment, et Vous que lui c'est elle qui conseillez? assurerait le plus facilement notre victoire. Hein, voilà. Et puis elle est implantée, elle connaît bien la région. Bon, mais après, c'est elle qui prend sa décision, et c'est le bureau politique qui validera Et en même temps, les têtes de liste. une Oui. défaite, une défaite de Marine Le Pen pourrait nuire à ses ambitions présidentielles après. Mais je n'envisage pas de défaite dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, surtout pas là-bas. Quand on voit le score qu'on y a fait, la dynamique qu'on y connaît au départemental, et je sais aussi que nos compatriotes de Nord-Pas-de-Calais et de Picardie, que je connais bien, puisque moi familialement je viens des deux régions un peu, eh bien, ils sont très attachés à l'alternative, l'espérance que nous incarnons. Donc ça serait Surtout eux qui ont vécu la désindustrialisation et notamment en Picardie et dans d'autres coins du donc ça Nord-Pas-de-Calais, la ruralité abandonnée. ça serait plutôt un bon signal en direction de vos électeurs que Marine Le Pen soit candidate. Mais c'est à elle de prendre sa mais- décision. Si elle n'est pas candidate, elle n'est pas candidate et Non, on mais gagnera quand même. Vous souhaitez qu'elle soit candidate en gros quand on vous en Moi, je trouve que, moi, à titre personnel, je lui conseillerais. Vous Voilà. gagnerez la région même sans elle. Ah, je pense qu'on peut gagner la région, oui, mais que Marine, elle est particulièrement légitime pour y aller, parce qu'en plus, elle est implantée là-bas depuis longtemps. Voilà, mais il n'y a pas que Nord-Pas-de-Calais-Picardie qu'on peut gagner, il y a d'autres régions. Quand vous dites je lui conseillerais, je suppose que vous l'en avez déjà parlé. Oui, bien sûr, on en a Et déjà parlé. elle vous dit quoi? Mais pas à me dire sa décision, elle Vous lui prendra conseillez? plus tard. Et vous dites qu'elle n'est pas prise encore, cette décision, ou alors elle n'est pas encore officialisée. Je pense qu'elle n'est pas encore prise. Officialisé.
ni officialisée bien sûr, mais a fortiori, mais je pense qu'elle n'est pas, je suis pas sûr qu'elle soit prise, je sais pas, on n'a pas parlé récemment. Vous savez, là on a plutôt le nez dans les départements. Et vous la poussez à y aller. Et c'est un peu normal puisqu'on vote dans 3 jours pour les départements. Autre région Oui, peut-être. d'autres régions, tout d'un coup, vous dites on peut en gagner 4. Est-ce que vous n'êtes pas un peu présomptueux? Il y aura une amélioration de la conjoncture économique d'ici la fin de l'année, annoncée, avec la baisse du prix du pétrole. Donc, est-ce que vous ne faites pas des projections à partir de la situation d'aujourd'hui? Déjà, je vois pas le rapport. National, il incarne une alternative tout le temps. Pour vous, il n'y a pas de lien entre le chômage, la montée du Front National? Non, mais si vous voulez, il n'y aura pas d'amélioration économique réelle. Aujourd'hui, ils nous disent on va gagner 0,1 ou 0,2 points parce que le prix du pétrole s'est effondré et que l'euro a un peu baissé. Je veux dire, déjà, ça ne tient pas à la politique du gouvernement. Ils ne sont responsables de rien là-dedans. Et ensuite, si dans 6 mois ça se retourne, qu'est-ce qu'ils diront? Si le pétrole augmente à nouveau, si l'euro augmente à nouveau, qu'est-ce qu'ils feront? Qu'est-ce qu'ils diront? Mais il n'y a pas d'amélioration. J'ai bien entendu les chiffres du chômage, peut-être ceux qui viendront, qui nous expliquent que ça baisse, sauf que quand vous regardez les catégories A, B, C, et pas simplement le A, vous regardez l'ensemble des chômeurs, ça monte, et ça monte même beaucoup, et ça monte très vite. Selon vous, donc le vote FN n'est pas lié à la conjoncture économique? Non. Le vote FN, il est lié à une adhésion à un projet politique qui est d'abord national. C'est un vote c'est un cri d'amour pour la France d'abord. Un cri d'amour pour la France. Une France qui est aujourd'hui en permanence reléguée à plus bas que terre, qui est toujours dépréciée dans le discours politique. Ça, alors qu'on est sur tous les théâtres des opérations extérieures, notre voix compte à l'ONU. Quand on nous Pourquoi explique est-ce que vous dites ça? qu'on est un pays qui ne peut plus avoir sa monnaie, qui ne peut plus avoir son budget, on nous explique maintenant qu'il faudrait une armée européenne à la main de Bruxelles. Moi, ça me fait peur, ça. On nous explique qu'on ne peut pas avoir nos frontières, ni économiques, ni financières, ni migratoires. Quand on nous explique que la France est une petite puissance, voilà. Non, la France est une grande puissance, c'est même le 2e espace maritime du monde, c'est la francophonie, c'est un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est un pays qui a largement la capacité d'avoir sa monnaie, son budget et ses frontières. Et ça, ceux qui croient en la France, qui lui font confiance, qui vont miser sur ses atouts, qui disent elle peut récupérer une révolution technologique qu'elle a manqué, parce qu'on a manqué une révolution technologique qui était pourtant pourvoyeuse d'emplois et de valeur ajoutée, et ben on va la récupérer, on va s'y mettre à fond, le privé et le public ensemble. Il y a une importante, c'est le discours du Front National. Il y a une importante minorité de Français qui est tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Mais il y a quand même toujours, dans tous les sondages depuis des années, il y a une réelle majorité qui ne veut surtout pas de ça, qui estime que ce cri d'amour pour la France dont vous parlez, en fait, c'est plutôt un cri contre. Eh ben, c'est peut-être qu'ils ont mal compris ou qu'on les a mal informés. Alors on va continuer de bien leur expliquer ce que c'est. Il n'y a pas de cri contre, il n'y a qu'un cri pour. Et c'est un cri rationnel, fondé sur des arguments. Un cri d'amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on décline ensuite un projet très précis dans tous les secteurs de la vie publique pour redresser le pays. Parce que moi, je veux bien qu'on continue avec les mêmes, mais les mêmes nous ont mis dans cette situation-là depuis 30 ans. Je veux bien qu'on réécoute les mêmes, comme M. Sarkozy et d'autres à l'UMP, qui nous refont et refont les mêmes promesses 3 jours avant les élections, mais qui les ont toujours trahis quand ils avaient le pouvoir de les mettre en place. Mais ces gens-là, je crois qu'ils ont perdu la confiance des Français. Les mêmes, notamment Nicolas Sarkozy, qui n'aiment pas votre programme. Oui, il y a des points communs avec celui de l'extrême gauche. Alors, est-ce que c'est vrai? Puis finalement, est-ce que ça vous gêne puisque vous dites que vous n'êtes pas sectaire? Ah oui, alors ça, c'est la nouvelle, enfin c'est pas tout à fait nouveau d'ailleurs, il le dit depuis quelques temps, la nouvelle stratégie de communication, les nouveaux éléments de langage de Nicolas Sarkozy. Jean-François Copé disait la même chose. Voilà, il s'est inspiré de Jean-François Copé, ce qui n'est pas très, à mon avis, prometteur pour lui. Pensant ses électeurs probablement stupides, il suffirait de dire Marine Le Pen, elle est d'extrême gauche pour qu'il le croie. Pensez-vous qu'une seule personne en France pense que Marine Le Pen est d'extrême gauche? Le fait est que vous êtes en soutien de tous les conflits sociaux, quels qu'ils soient. Et ça, c'est quand même assez nouveau. Et vous êtes sûr aussi. Et le gouvernement grec aussi. Oui, mais Nicolas Sarkozy, comme tous les autres, au PS et à l'UMP, devraient retirer leurs grosses lunettes gauche-droite qui datent des années 70. Vous savez, à l'époque, on avait des grosses lunettes, c'est un peu pareil pour eux. Et réfléchir et se dire, le monde, il a quand même évolué. La guerre froide, c'est terminé. Vous avez évolué depuis d'ailleurs. Vous étiez plutôt de l'autre côté. Non, Chevènement, vous l'écoutiez en 2002, si vous faites référence à ça. Il disait, la gauche et la droite, c'est terminé. Il était plutôt à gauche, Chevènement. Il avait une tradition plutôt de gauche. D'accord. Ils viennent tous de quelque part à la base. Il avait des grosses lunettes à l'époque. Et à l'époque, vous aviez des grosses lunettes. Il a vécu la guerre froide, l'arrivée de Mitterrand en 81, on nous promettait les chars, etc. Mais tout ça, c'est terminé. Ce clivage, il est terminé. On a vu qu'il faisait la même chose au pouvoir. Vous avez été attaché à lui. Vous aviez les mêmes grosses lunettes que lui. Mais non, parce qu'à l'époque, non. Il disait en 2002 qu'il ne croyait pas au clivage gauche-droite. Et je ne l'aurais pas rejoint s'il avait dit je suis favorable à la gauche. Ça n'a aucun sens pour moi. Est-ce qu'on peut dire ou à la droite. Donc, au Front National, il y a des emprunts à la gauche et nous, l'extrême gauche?
Nous ne regardons pas si une proposition ou une mesure est de gauche ou de droite, nous regardons si elle sert le bien commun et l'intérêt national. C'est tout ce qui nous intéresse. Voilà. Et honnêtement, que ça vienne de gauche ou que ça vienne de droite, ça nous intéresse absolument pas. Concernant la Grèce... Vous préférez Jean-Luc Mélenchon ou Nicolas Sarkozy ? Aucun des deux. Aucun des deux, d'ailleurs, ils ont le même conseiller, manifestement, M. Buisson. Donc, on a trouvé le chaînon manquant entre les deux, ce qui expliquait leur formidable complicité. Démenti, Eh ben, je ne le crois pas, parce que moi, je me souviens, et nous l'avions dit publiquement en 2012, que les deux se faisaient à courte échelle pendant la campagne présidentielle, et qu'une certaine presse réputée favorable à Nicolas Sarkozy et à la droite était très sympathique avec Jean-Luc Mélenchon aussi. Vous faites partie de ceux qui pensent que M. Mélenchon est une création de Nicolas Sarkozy non, ou un allié objectif? Je n'aurais pas ce langage méprisant pour lui. C'est un homme politique qui a son talent et ses combats, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Mais ça, après, c'est une question de compétition politique et de débat d'idées. Mais je considère que effectivement, ils ont eu un petit jeu un peu malsain en 2012 tous les deux. Voilà. Bon, ça, il suffit de regarder. Et nous l'avions. Et on n'a pas attendu ce livre sur ces révélations concernant M. Buisson, puisque nous l'avions dit, et Marine Le Pen l'avait dit publiquement en 2012, qu'elle trouvait étrange cette courte échelle entre les deux. Mais peu importe. Je vais vous dire. On revient une seconde sur l'actualité. Donc, dans la nuit, en fait, il s'est passé quelque chose à Hénin-Beaumont. Il y a eu à la mairie d'Hénin-Beaumont, c'est ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus et dire quelles sont les circonstances exactes? Alors, d'après les informations que j'en ai eues par Steve Briouat, il y a eu un début d'incendie probablement criminel dans les sous-sols ou dans la cave, dans les garages, je ne sais pas, de la mairie d'Hénin-Beaumont. Oui. Plusieurs scooters qui ont pris feu. Et puis, la position d'inscription, de tag contre Steve Briouat. C'est quoi, ça disait quoi ces tags exactement? Mort à Steve Briouat. Enfin, et vous y voyez quoi? Vous y voyez quoi? À mort. Qu'est-ce que j'y vois? Quelle cause à cet incendie éventuellement? Déjà, j'y vois quelque chose d'inacceptable. Non, mais si vous voulez, il y a une ambiance qui a été créée, qui existe du fait des propos outranciers et scandaleux et anti-républicains de M. Valls, qui a appelé publiquement et qui a revendiqué de stigmatiser un parti politique et ses électeurs, donc ses propres compatriotes. Ça n'est pas républicain et ça crée une ambiance. Non, on n'est plus dans le combat politique. Quand on dit cela, on n'est plus dans le combat politique. Combat politique, nous en tout cas, la manière dont on l'envisage, c'est un combat d'idées. On n'est pas obligé d'être dans l'outrance, la violence, la stigmatisation. Madame Le Pen, quand elle attaque Nicolas Sarkozy, elle est quand même parfois, certains à l'UMP pensent qu'elle est dans l'outrance aussi. Donc, Et on est virulent dans nos convictions, mais ça n'a rien à voir. Quand j'entends M. Estrosi dire le PS est mon adversaire, le Front est mon ennemi. Mais nous, on n'a pas d'ennemis en France. Je ne dirais jamais cela de l'UMP ni du PS. Ce sont des adversaires, ce sont des gens dont je considère qu'ils ont une très lourde responsabilité dans la situation catastrophique de la France aujourd'hui et je les combattrai politiquement. Pour vous, mais on n'a pas d'ennemis. Mon ennemi, moi, c'est l'État islamique, par exemple. C'est pas l'UMP ou le PS. J'ai pas d'ennemis en France. Derrière ce qui s'est passé à Hénin-Beaumont, il y a un climat créé par Manuel Valls. C'est ce que vous êtes en train de dire. Cette affaire-là, il faudra regarder dans le détail, mais en tout cas, il a créé de fait un climat. On a aussi une militante de 83 ans qui s'est faite sauvagement agresser. Bon, des choses qu'on ne voyait pas. Or, ça arrive quelques semaines après ces propos très outranciers. Alors je pense que Manuel Valls devrait reprendre ses nerfs, il devrait se calmer. Il nous aura démontré pendant cette campagne, il n'est pas le seul d'ailleurs, qu'il n'a pas l'étoffe d'un homme d'État. Alors, il n'a pas les propos d'un responsable public et certainement pas l'étoffe d'un homme d'État. Nicolas Sarkozy, Marie-Hélène Malouine. Vous mettez en cause Manuel Valls parce que c'est votre adversaire le plus redoutable dans cette campagne, puisqu'il y a aussi Nicolas Sarkozy qui a parlé de vous attaquer frontalement. Brutalement, c'est une question de vie ou de mort. Oui, mais Sarkozy se valsise, là. Ça veut dire quoi, ça veut dire qu'il est contaminé par l'hystérie de M. Valls. Bon. On le pensait un peu au-dessus de tout ça. C'est Sarkozy qui se valsise ou c'est Valls qui se sarkozyse? Les deux se ressemblent beaucoup, de toute façon, dans la forme. Les deux ont fait leurs armes, d'ailleurs, à Place Beauvau, leurs armes de communication et d'enfumage, parce qu'ils n'ont rien fait concrètement, si ce n'est de supprimer des postes de policiers et de gendarmes et de continuer l'immigration massive et de continuer le communautarisme. Mais sinon, ils ont les mêmes techniques de communication, ils s'agitent, ils parlent beaucoup, ils saturent les médias, mais ça produit zéro résultat, c'est de l'enfumage. Les Français, je crois, en ont soupé de cette politique-là. Ils veulent du fond et du concret. Monsieur Sarkozy, effectivement, est dans l'outrance. Pourquoi? Parce que moi, je crois et je sais qu'en haut lieu à l'UMP, on a analysé au-delà de la com du dimanche soir les résultats de dimanche du premier tour des départementales et qu'on s'est rendu compte que ça n'était pas mauvais pour l'UMP, que c'était très mauvais pour l'UMP. Mais ça, c'est normal que vous disiez, vous êtes... Non, parce que si vous regardez objectivement, et je crois qu'ils le savent... Vous dites que vous le savez, donc vous avez des taupes à l'UMP. Et je crois qu'ils le savent et qu'ils savent faire des calculs. Mais c'est difficile d'expliquer que l'UMP, c'est pas un bon résultat. Non, c'est un très mauvais résultat. Je vais vous dire pourquoi. Quand l'UMP plus l'UDI plus le MoDem fait 28,75% des voix en situation d'opposition à un gouvernement socialiste
alors qu'ils faisaient encore 30-75 aux européennes il y a un an, donc ils sont en baisse, alors qu'ils étaient sortants dans 40 départements, donc ils ont cet atout des sortants que nous n'avons pas. Ben, c'est un très mauvais résultat. Quand le total de droite et du centre fait 36% ou 37%, alors que dans la même situation d'opposition, la gauche faisait 50 en 2011 aux dernières départementales, c'est un très mauvais résultat. Comme ils le savent, ils perdent leur nerf, ils s'agacent et ils insultent comme les autres. Dimanche, ça risque d'être une grande vague bleue et Nicolas Sarkozy sera triomphant. Mais pourquoi il sera triomphant? Parce qu'il aura raflé pratiquement les départements. Eh ben, s'ils ont beaucoup de départements, ce sera totalement en trompe-l'œil. Alors, ils pourront peut-être communiquer, mais je pense que ce ne sera pas forcément le cas. Et ils pourront peut-être communiquer si c'est le cas, mais en réalité, structurellement, l'UMP est dans une situation extrêmement difficile pour deux raisons. D'abord, elle n'incarne pas l'alternative par rapport au PS, parce que sur tous les grands sujets, l'Europe, le communautarisme, l'immigration, la politique économique, ils sont parfaitement d'accord, même la politique étrangère, ils sont tous les deux à aller faire leurs horreurs en Libye. On voit le résultat aujourd'hui, les djihadistes sont au pouvoir. Vous ne pensez pas... Et deux, ils sont en situation compliquée à l'UMP parce que, encore une fois, ils peuvent bien prôner le nini au niveau national. Il se trouve qu'au niveau local, c'est souvent le PS-PS et non pas le nini. Et ça dégoûte leurs électeurs. Ça va être difficile d'expliquer au lendemain du second tour que Nicolas Sarkozy est en position de faiblesse. Non mais c'est pas grave, ils diront ce qu'ils veulent. Et nous, on continuera sur le fond. On va pas se focaliser sur Nicolas Sarkozy. Vous ne pensez pas que ça va remettre en selle M. Sarkozy, ces départementales? Mais je pense que Nicolas Sarkozy n'a aucune possibilité de se remettre en selle, comme vous dites. Je pense que son retour est raté et que les Français ne veulent plus de lui. Voilà, ils l'ont trop vu et ils ont trop vu ses petites manœuvres. Quand on repromet 3 jours avant le premier tour, comme il l'a fait, de lutter pour la laïcité, alors que au pouvoir, il a fait une politique communautariste, aussi bien quand il était ministre de l'Intérieur que président de la République. Par exemple, je rappelle qu'il a nommé un préfet parce qu'il était musulman. Et ça, c'est la discrimination positive. C'est l'inverse de la République et du mérite. Voilà. On ne nomme pas un préfet parce qu'il est musulman ou juif ou chrétien ou quoi que ce soit, on le nomme parce qu'il est compétent, c'est tout. Et parce que c'est un grand serviteur de l'État. Qu'il soit juif, musulman, chrétien ou athée, on s'en moque. Et je veux dire, voilà, c'est un homme du communautarisme, c'est un homme de l'escalade communautariste, et donc il en fume, mais les Français ne le croient plus, comme ils ne le croyaient plus avant les européennes, quand il nous a expliqué 3 jours avant dans une tribune, le scrutin, qu'il voulait plus de souveraineté nationale et réformer Schengen. Parce que les Français, ils ont vu qu'il n'avait pas réformé Schengen et qu'il avait affaibli la souveraineté nationale quand il était au pouvoir. Le projet de Marine Le Pen qu'elle exprimait souvent, c'était de dire « je vais faire exploser l'UMP ». Est-ce que vous pensez que c'est encore possible et est-ce que Nicolas Sarkozy n'est pas là, très, très profondément ancré? Le projet de Marine Le Pen, ça n'a jamais été vraiment ça. Ça a été de refonder les clivages de la vie politique française sur les vrais enjeux. Oui, enfin, nation contre mondialisme, par exemple. C'était le PS, il y en a un qui va disparaître. On avait plutôt compris que vous pensiez à l'UMP. Un des deux, je ne sais pas. En tout cas, l'UMP, je pense que l'UMP va peut-être imploser d'elle-même. Ou le PS de lui-même. Après une victoire au départemental. Pour moi, c'est pas une victoire. Mais ils pourront croire. S'ils veulent croire que c'est une victoire, c'est pas grave. Ça ne nous inquiète pas, tant mieux pour eux. Ils seront heureux. S'ils le croient, mais est-ce que vous ne croyez pas que ça va atténuer les contestations internes? Non, si vous voulez, je pense que l'UMP aujourd'hui n'a pas de ligne politique en dehors de celle du PS. Ils partagent la même ligne et c'est devenu une écurie de petits chefs et de présidentiables, en tout cas qui se croient présidentiables. Bien évidemment, on a même entendu ces derniers jours une contestation entre Juppé, Fillon et Sarkozy. On voit bien que ça ne tient plus dans ce parti, mais surtout revenons au fond. Je veux dire, que voulez-vous que les Français attendent d'un parti qui a été au pouvoir depuis 10 ans, entre 2002 et 2012? Que voulez-vous que les Français attendent, même au niveau des départements, d'un parti qui est sortant dans 40 départements sur 100? Rien, absolument rien. Ils veulent autre chose. Revenons aussi à l'exécutif. Donc, vous avez dit tout à l'heure, monsieur Valls n'a pas l'étoffe d'un homme d'État. Qu'est-ce que vous attendez de François Hollande après ce scrutin? Qu'est-ce que vous attendez qu'il fasse? Moi, j'attendrais d'abord de Manuel Valls qu'il soit un peu à la hauteur pour une fois de sa fonction et qu'il présente sa démission. Bon, vous savez qu'il le fera pas, oui. Si on sait déjà qu'il le fera pas, c'est qu'on sait déjà que ça confirme que c'est pas un homme d'État. Refusé, en tout cas. Les gouvernants n'ont jamais tablé sur les élections locales pour changer de gouvernement. Il a 2 raisons de démissionner. 1, parce qu'il n'aura pas tenu son pari. Il aura effectivement il aura loupé son pari, c'est-à-dire le PS aura été bas et le FN aura été haut. C'est l'inverse de ce qu'il voulait. Et 2, il devrait démissionner, ne serait-ce que pour son comportement parfaitement anti-républicain. Moi, je suis désolé, où François Hollande aurait dû prendre ses responsabilités. Quand un Premier ministre se permet de dire qu'on va stigmatiser une partie de la population française, de son propre peuple, là, on dépasse toutes les bornes. On dépasse les bornes de la démocratie. C'est partie du combat politique, de son combat politique. Vous dites, mais qu'il parle d'idées, qu'il vienne. Sarkozy a peur de débattre avec Marine Le Pen.
Peut-être parce que c'est pas rémunéré assez cher. Hein. Maintenant, il prend pas à moins de 100 000 $, peut-être Nicolas Sarkozy. C'est peut-être ça la vraie raison du refus du débat avec Marine Le Pen. Mais alors à ce moment-là, que Manuel Valls vienne débattre, lui, est-ce qu'il a le courage? Est-ce qu'il a le courage de débattre avec vous, Manuel Valls? Vous lui demandez. Enfin, moi, j'ai déjà débattu avec lui, mais est-ce qu'il a le courage de débattre avec Marine Le Pen aujourd'hui ou avec... Mais qu'on parle de fond, qu'il parle pas sénère, qu'il parle de sa politique économique, qu'il parle de son allégeance vis-à-vis de Bruxelles, qui nous explique pourquoi il est allé à Bruxelles, expliquer qu'il continuerait, comme ses prédécesseurs PS et UMP d'ailleurs, à se soumettre aux exigences de la Commission européenne. François Hollande, vous en attendez quoi alors? Qu'il parle de sa politique de lutte contre l'islamisme. Ça donne quoi? Ça devrait vous laisser un peu plus prudent, parce que regardez la Grèce qui essaye de faire cavalier seul, ça ne marche pas. Non, la Grèce, ça ne fonctionne pas. Parce que, et nous l'avions dit déjà avant, parce qu'il reste dans le cadre de l'euro. Et que l'euro aujourd'hui n'est pas compatible ni avec la démocratie, ni avec la prospérité. François Hollande, vous en attendez quoi? Et éventuellement, est-ce que vous attendez de lui après... Non mais là c'était intéressant la Grèce. Oui, on va parler déjà parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Oui, mais... Est-ce qu'éventuellement vous attendez une réforme institutionnelle? Certains de réclament de la proportionnelle. Est-ce que vous allez le faire d'autant plus fort après les départementales? Ce serait la moindre des choses. Il avait pris comme engagement dans sa campagne présidentielle une dose de proportionnelle. Mais nous on réclame la proportionnelle intégrale avec une prime majoritaire. Voilà. Comme ça on concilie la diversité et la majorité. Ce sera le bon moment pour le faire? C'est toujours le bon moment, mais qui mettent aussi en place des référendums obligatoires dans la Constitution sur certains grands sujets. Par exemple, on ne peut pas modifier la Constitution sans référendum. On ne peut pas ratifier un traité européen sans référendum. Qu'il crée un référendum d'initiative populaire, un vrai, comme ça existe en Suisse ou en Italie, à partir de 500 000 signatures au niveau national. Voilà. Mais les vrais débats, ils sont là. Sur la Grèce, je finis juste de vous répondre. La Grèce, ça ne fonctionnera pas tant qu'ils resteront dans le cadre et le carcan de l'euro, comme ça ne fonctionnera pour aucun pays de la zone euro. Y compris pour la France. Parce que celui qui décide, c'est celui qui finance. Alors, quand vous avez une banque centrale à Francfort qui décide pour votre économie, qui finance votre économie, vous n'êtes libre de rien. Et les belles âmes qui normalement nous parlent en permanence de démocratie, qui sont prêts à manifester, à se mettre dans la rue, à mettre nos enfants dans la rue dès qu'il s'agit de démocratie, serait bien inspiré de se demander ce qui se passe en ce moment. Parce qu'un peuple a voté en Grèce. Et M. Juncker, président de la Commission européenne, ose dire la démocratie ne pourra jamais modifier les traités européens. Ben ça, c'est un propos scandaleux qui mériterait qu'il soit chassé de la direction de l'Europe. On revient en France avec une polémique. Ce qui a agité un petit peu. Est-ce que vous auriez pu retweeter le tweet de M. Lionel Lucas, le député UMP, qui a ironisé en fait sur François Hollande, commentateur de l'accident d'avion Germanwings? Non, je pense qu'il y a une certaine décence à avoir et il y a 150 morts dans cette catastrophe, cette tragédie, et il n'y a pas d'humour ou de sarcasme à avoir dans ces conditions-là. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut arrêter le buzz à tout prix, parce qu'on sait que quand on fait ça, on va faire du buzz. Sauf que c'est du buzz nauséabond pour le coup. Donc vous avez été aussi victime. Vous, qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a quelques mois. Ah, le closer? Oui. Ah oui, j'en ai été victime, ça c'est autre chose. Ça, c'est puni par la loi parce que c'est une infraction à la vie privée. Au passage, d'ailleurs, j'aimerais que ce genre de titre cesse de recevoir 500 000 € de subventions publiques, alors que le pauvre monde diplomatique est beaucoup plus intéressant et instructif dans le débat, en reçoit 5 fois moins. Le monde diplomatique. Alors, la présidentielle, c'est dans 2 ans. Une question de Marie-Ève Malouine. On vous sent très, très optimiste. Est-ce que vous pensez désormais que Marine Le Pen sera d'office qualifiée pour le second tour? La question ne se pose plus? Non, il n'y a rien d'office, parce que tant qu'il n'y aura pas le dernier bulletin de vote qui aura été mis dans l'urne, rien ne sera fait. L'inverse serait surprenant? On est optimiste, on est surtout motivé et combatif, voilà, parce qu'on croit à nos idées et on croit en la France. Et ça, c'est le meilleur carburant de toute la vie politique française. Dernière polémique. Mais Marine Le Pen, oui, a de fortes chances d'être au second tour et elle a de fortes chances de l'emporter. Polémique, puisque c'est un mot, c'est un mot que les gens aiment bien, enfin, on entend à toutes les sauces en ce moment. Mais donc, on vous avait entendu pendant les affaires de Thierry Lepan à la CGT. Là, sur Mathieu Gallet, le PDG de Radio France, est-ce que ça vous choque? Est-ce que, pour vous, il peut encore rester à son poste? Alors, vous nous avez entendu un petit peu sur M. Lepan, mais pas de notre fait spécifiquement. On répondait à des questions parce qu'on n'aime pas les chasses à l'homme. En tout cas, on vous pose la question. On n'aime pas les chasses à l'homme. On vous pose la question sur Radio France. Sur le principe, alors, à Radio France, est-ce que M. Gallet peut rester à son poste selon vous? Il faut faire l'audit général de ce qui s'est passé. Voilà. Si vraiment il y a des abus inconciliables avec une mission de service public, je ne pense pas. Voilà. Maintenant, s'il n'y en a pas, et si c'est une chasse à l'homme pour le coup, une espèce de manœuvre interne, c'est possible, j'en sais rien, alors oui, il pourra rester. Voilà, je pense qu'on est dans une période où les Français, on leur demande beaucoup de sacrifices. Il faut que tout le monde soit exemplaire de ce point de vue-là. Je parlais de la caisse pour les anciens élus dans les conseils généraux UMPS qu'on voudrait supprimer. Il faut faire la même chose dans les entreprises publiques. Il faut être exemplaire. Mais je ne vais pas non plus me lancer dans un combat contre une personne qui est déjà accablée si je n'ai pas d'éléments précis. J'attends d'avoir des éléments précis. Vous avez l'impression, à la vue de ces articles, que Mathieu Gallet est exemplaire ou pas? À la vue de ces articles, non. Mais je ne me contenterai pas d'articles. Voilà. Je crois qu'il y a une mission qui lui a été demandée.
Voilà, Et et puis après, il faut le juger aussi sur la qualité de son travail quand même, sur le service public de l'audiovisuel. Alors peut-être une dernière question de François Pour Soissons. revenir à 2017, vous dites, bon, on est confiant, on continue le combat, Marine Le Pen sera qualifiée au deuxième tour. Qui en face d'elle, à votre avis? Celui que les Français voudront, ce sera un représentant de l'UMPS, a priori. Bon, non, Vous c'est avez trop bien- vous avez facile. bien- Bah non, c'est trop facile. Vous avez bien une préférence. On est à 2 ans et demi. Un scénario où vous Ah, pourriez 2 ans. le plus Non, 3 rassembler. ans, 3 ans. Parce qu'une élection présidentielle, c'est en 2 tours, comme 2 ans. les départementales. Je suis perdu dans mon Dans calendrier. 2 ans pile, voilà. 2 ans pile, voilà. En 2 ans pile, on sera en plein dans la campagne. Donc, vous avez bien une petite idée. Est-ce que c'est plus facile face à François Hollande de ramener toute une partie de la droite pour le second tour? Parce qu'une élection présidentielle, justement, c'est en 2 tours. Ou est-ce que c'est plus facile face à Nicolas Sarkozy de ramener la gauche? Et si elle était face aux représentants de ce nouveau parti fusionné? Voilà. Avec peut-être à l'intérieur Ouais, mais une ça, aile c'est la droite et une aile Ça, gauche. c'est la politique fiction, aurait c'est qui très bien. Non, c'est pas la politique fiction, ça peut aller très Mais vite. François Ça Sarkozy peut aller n'existe très pas vite. encore. François Sarkozy n'existe pas Eh encore. ben, François Sarkozy existera peut-être demain, ou Nicolas Hollande, ou Manuel Juppé, ou voilà, ou Alain Valls. Ça sera un de ces 4-là, en tout cas. Et forcément, Marine Le Pen en face. De mieux en mieux. Et forcément, Marine Le Pen Et en face. Marine Le Pen, parce que je vois pas qui ça pourrait être d'autre, en face, effectivement. Et les Français auront le choix, soit la continuité et le camp de ceux qui ne croient pas en la France et qui veulent continuer l'immigration massive et l'ultralibéralisme et les transferts de souveraineté, soit ceux qui croient en la France, qui se disent allez, on va tous s'y mettre, ça va pas être facile, hein, mais on va se retrousser les manches, tout le pays ensemble, et on va se construire de nouveau un avenir national avec le monde entier. On sera en coopération, mais un avenir national. Et vous êtes plus heureux avec Marine Le Pen qu'avec Jean-Pierre Chevènement. Et vous quitterez pas ce pas du tout parti. les mêmes relations. Et J'ai vous fait quitterez pas ce militant en parti, 2002. Là, je suis dans l'état-major du parti et je suis très heureux avec Marine Le Pen parce que c'est une femme courageuse et une femme de conviction et c'est rare aujourd'hui dans la vie politique française. Dernière question, Marie Malouine. Marine Le Pen élue, vous vous voyez où? Je me vois où la présidente de la République voudra que je sois, mais je pense dans l'exécutif. Enfin, je me vois La un poste ministre. un poste de Quel responsabilité intérêt, exécutif. Matignon. Mais tout m'intéresse. Ah oui et, Ah oui. et ça l'intéresse de vous avoir à ses côtés à Matignon? Ça Bah, je l'intéresse? sais pas, faut lui demander. Vous Mais avez- c'est pas. Attendez, là, c'est vraiment. Là, on est dans la politique fiction pour le coup. Ouais. Oui, mais d'abord, on va faire ces élections départementales, je le rappelle, puis les autres, puis on fera la présidentielle, les législatives, la constitution du gouvernement, mais on aura des ministres peu nombreux, sur des vrais périmètres. On va arrêter avec ces noms de ministères ou de secrétaires d'État à rallonge. Ce sera des choses simples, des intérieur, éducation Et des ministres nationale, pas forcément Front National. défense, etc. Et des ministres forcément Front National ou pas forcément Front National? Pas forcément. Pas forcément. Il y a des talents partout dans la société civile. Il y a des talents partout et il faut les utiliser. Dernière question encore. J'ai une toute dernière question. Vous dites la Grèce s'en sort pas parce qu'elle n'est pas sortie de l'euro. Elle avait la possibilité de le sortir, elle n'est pas sortie Quand parce elle aurait pu le décider. Tsipras aurait pu le Non, elle décider. a voulu faire un référendum en fin 2011 qui a été annulé par Sarkozy Non, et mais Merkel. Là, on parle de Tsipras. Mais c'était pas dans son programme. Oui, mais vous voyez bien que c'est Vous l'avez beaucoup fait quand plus même. compliqué que ça. C'est pas parce En que vous 10 ans, sortez de l'euro s'il que ne vous sort pas de allez l'euro, il résoudre. trahira tout au bout de 3 semaines. Voilà. C'est pas parce que vous sortez de l'euro que vous résolvez tout. Mais Et c'est la grande faiblesse de votre projet. Non, on résout pas tout, personne n'a jamais dit Et ça. Il y on a aussi arrive le à la fin protectionnisme, il y a le patriotisme économique, il y a le soutien à nos jeunes entrepreneurs, mais l'euro, c'est la liberté. Un État, c'est une nation, une population, une Merci. frontière, une armée, une monnaie et un budget. C'est ça un État, partout dans le monde, en dehors de la zone euro, et toujours dans l'histoire. Et c'est comme ça que ça marche. Merci, c'est la fin de Question d'Info. Merci Merci à vous. Florian Philippot d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous être fidèles et à la semaine prochaine. Merci. Ce qu'il faut retenir des questions au gouvernement, c'est dans Top Questions, dans un instant. Dimanche, à partir de 19h45, les chaînes parlementaires se mobilisent pour le second tour des élections départementales. Résultat, duplex et réaction rythmeront cette soirée exceptionnelle, présentée par Delphine Girard et Arnaud Ardouin. La séance est ouverte. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. S'il vous plaît, calmez-vous. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le crash de l'avion survenu hier matin est encore dans tous les esprits. Nous renouvelons ici nos condoléances sincères et attristées aux familles et proches des victimes et au-delà à l'ensemble des peuples affectés par ce terrible drame. Nous partageons leur peine. Dans ces circonstances, c'est un devoir d'humanité, d'unité et de dignité qui s'impose. Le gouvernement s'est immédiatement et totalement mobilisé
démontrant ainsi la solidarité sans faille de tout le peuple français. À ce titre, le président de la République est lui-même actuellement sur les lieux, aux côtés des chefs de gouvernement allemands et espagnols. Au-delà, notre devoir, c'est aussi celui de l'efficacité. À cet effet, il faut saluer l'exceptionnelle mobilisation des autorités et de tous les services compétents. Ce sont 300 gendarmes, 380 sapeurs-pompiers qui ont été dépêchés sur les lieux du crash, des experts en montagne, des enquêteurs de la police judiciaire, des médecins légistes, ainsi que des moyens techniques de pointe, afin que l'enquête puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Nous avons enfin, et par-dessus tout, un devoir de vérité à l'égard des proches des victimes et à la mémoire de ces dernières. C'est ce qui justifie la mise en place d'un tel dispositif. C'est ce travail minutieux que réalise actuellement le bureau d'enquête et d'analyse. Monsieur le Premier ministre, une fois encore, dans l'épreuve, le gouvernement a su se montrer à la hauteur des événements. Alors, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous, à cette heure, nous éclairer davantage sur l'évolution de la situation? Je vous remercie. Je renouvelle devant la représentation nationale, une nouvelle fois, les condoléances du gouvernement français aux familles et aux proches des victimes. Nous les accompagnons tous dans ce moment tragique. Et je veux ici saluer la qualité de la coopération avec les autorités allemandes et espagnoles afin de prendre en charge, dans des conditions particulièrement difficiles, les familles des victimes. Je veux, comme vous, saluer les hommes et les femmes qui se sont engagés dans ces opérations, gendarmes, bénévoles, membres de la sécurité civile, militaires, élus locaux, depuis hier matin, qui, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et du procureur de la République de Marseille, agissent. Les conditions, vous le savez, sont extraordinairement complexes. Vous avez vu les images en zone de montagne difficile d'accès. Vous le savez, les opérations ont repris dès 7 heures ce matin avec l'élitreuillage de 50 gendarmes sur le site du crash. Elles consisteront notamment à la recherche des corps des victimes et à leur identification, qui sera très difficile, ainsi qu'à la récupération des débris de l'appareil qui a été totalement dispersé après le choc. Et je veux le dire, elles s'inscriront dans la durée. Ça sera là aussi le travail de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers et de la protection civile. Quand je dis dans la durée, ce sont plusieurs jours. Les experts, vous l'avez dit, du bureau d'enquête et d'analyse sont chargés de l'enquête technique, comme c'est à chaque fois le cas. Ils ont débuté l'examen des données numériques de la boîte noire contenant l'enregistrement des sons dans le cockpit. Elle est endommagée, mais elle est exploitable. Ils tiendront normalement en fin d'après-midi une conférence de presse pour détailler leur méthode de travail et dire, on l'espère, mais attendons, si les premiers éléments sont disponibles. Sur le plan judiciaire, tous les moyens sont mis en œuvre par le pôle accident du parquet de Marseille afin de déterminer les causes de ce drame. Les circonstances de la catastrophe permettent d'écarter certains scénarios, mais là aussi, il faut se préparer à une enquête longue et explorer par ailleurs toutes les pistes. Par là, je veux dire qu'aucune piste aujourd'hui ne doit être écartée. Je veux souligner de ce point de vue-là, nous en avons parlé avec la garde des Sceaux, qui a eu son homologue espagnol également, la coopération très étroite avec les autorités judiciaires espagnoles. Oui, monsieur le député, toute la vérité, c'est toute cette vérité qui devra être donnée aux victimes, aux familles des victimes et à leurs proches. Ce drame unit dans la même douleur des pays amis, deux grandes cités de notre continent, Barcelone et Düsseldorf. Il endeuille des entreprises, des lycées, vous l'avez vu, une classe de jeunes Allemands qui étaient dans un jumelage du côté de Barcelone et Düsseldorf. Il endeuille une grande entreprise de transport aérien également. Je n'oublie pas les autres nationalités et les autres pays, plusieurs pays d'Europe, mais aussi du monde. Et je veux redire à chacun la solidarité de la France dans cette terrible épreuve. C'est dans ces moments-là que la France est forte et qu'elle se comporte dignement. Le 18 mars dernier, un terrible attentat a ensanglanté la Tunisie en frappant le
musée du Bardo et provoquant la mort de plus d'une vingtaine de personnes, dont 3 de nos concitoyens. Nos pensées vont immédiatement à leurs familles et à leurs proches. C'est l'ensemble de la Tunisie qui a été touché par ce drame. Ce qui était visé par ces terroristes, c'était exactement la même chose qui a touché Copenhague, Bruxelles, Bamako et bien évidemment Paris. La douleur et la peine qui sont les nôtres n'ont d'égal que la douleur et la peine que nous avons tous ressenties au moment des événements qui ont endeuillé la France à partir du 7 janvier. L'objectif était le même et est le même pour les terroristes. Lutter contre la démocratie, terroriser ceux qui se battent pour la liberté et faire en sorte que, finalement, la terreur soit instituée. Leur objectif est à la fois politique, ils visent la culture, mais visent aussi la possibilité de rebond de cette jeune démocratie qu'est la Tunisie. Nous pensons bien évidemment à Chokri Belaïd, Mohamed Brahimi, parlementaire tombé là aussi du fait de la terreur. Dimanche, une grande marche aura lieu en Tunisie et je ne doute pas que la France sera hautement et dignement représentée. Monsieur le ministre, quelles sont les initiatives que la France compte prendre La dans les jours qui viennent ? parole est à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le député, vous avez dit exactement ce qu'il fallait dire. Le bilan de l'attentat du musée de Bardo est extrêmement lourd, puisqu'il y a 21 morts, dont 3 de nos compatriotes, et 44 blessés, et parmi eux, 7 Français. Et je veux redire, comme vous, aux familles, aux proches, aux autorités tunisiennes, au peuple tunisien, la solidarité totale de notre pays. Le terrorisme a touché, et ce n'est pas un hasard, un pays qui, dans le monde arabe, représente un espoir de paix, de stabilité, de démocratie. Et c'est précisément cet espoir que les terroristes veulent détruire. Mais le sursaut national en Tunisie et l'élan de solidarité internationale qui ont suivi l'attentat signent déjà leur échec indispensable. Il faut continuer de soutenir la Tunisie et c'est ce que nous faisons. D'abord, au plan politique, en appuyant les efforts de transition. Ensuite, au plan sécuritaire, et Monsieur le ministre de l'Intérieur s'est rendu immédiatement à Tunis pour confirmer le renforcement de notre coopération dans la lutte contre le terrorisme. Et puis, au plan économique, parce que le coup porté au secteur touristique risque d'être rude. Nous avons insisté, le président de la République, sur ces aspects au Conseil européen. Nous allons les aborder à nouveau les 7 et 8 avril prochains, lorsque le président Essebsi sera chez nous en France. La Tunisie, c'est aujourd'hui un espoir pour le monde arabe. Cet espoir doit vivre, avec notamment le soutien de la France et celui en particulier de tous les membres de l'Assemblée nationale. Madame la ministre, si votre gouvernement avait une devise, elle ressemblerait sans doute à ce dicton célèbre « Les chiens aboient, la caravane passe ». En effet, tout se passe comme si les bérézinas électorales, les cotes de popularité en baisse, n'avaient aucune prise sur l'action du gouvernement. Et on le voit dans le secteur dont vous avez la charge. Depuis son adoption au Conseil des ministres, le projet de loi de santé ne fait que susciter le rejet unanime des professionnels et l'incompréhension des Français. Au lieu d'en prendre acte, vous préférez passer en force et tordre le bras du Parlement en imposant l'examen d'un texte indigeste, illisible pour l'ensemble de nos concitoyens, alors même qu'il prétend renforcer la transparence du système de santé. Non, Madame la Ministre, vous n'êtes pas à l'écoute des Français. Écoutez les généralistes, dont la rémunération n'évolue plus et dont la profession est dévalorisée par votre loi. Écoutez les médecins qui ne veulent pas être fonctionnalisés par des agences régionales de santé hyper puissantes et dénuées de contre-pouvoirs. Écoutez la majorité silencieuse des patients, ceux qui sont trop riches pour bénéficier des aides sociales, mais qui sont trop pauvres pour se payer une prothèse dentaire. Écoutez les organisations de patients qui attendent la mise en place d'un véritable Open Data Santé alors que vous supprimez l'Institut national des données de santé.
Écoutez les consommateurs et les viticulteurs de notre pays qui en ont assez d'être criminalisés par des parlementaires irresponsables. Écoutez enfin les entreprises de la nouvelle économie qui réclament un engagement clair en faveur de la santé numérique, sans lequel ils partiront à l'étranger. Madame la ministre, dans 3 jours, les Français voteront pour le second tour d'une élection qui vous a sanctionné lourdement dimanche dernier, malgré l'autosatisfaction du Premier ministre. Madame la ministre, dans moins d'une semaine, le 31 mars, l'ensemble des professions de santé sera en grève. Alors ma question est simple, quand comptez-vous faire preuve de bon sens et d'écoute? Quand comptez-vous retirer ce texte ou le réécrire? Vous savez qu'il est inapplicable avant même d'avoir été voté. Le gouvernement fait de la lutte contre les inégalités en matière de santé une priorité. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de mardi prochain, ce texte de loi sur la modernisation de notre système de santé viendra en débat à l'Assemblée nationale. Parce que je comprends, monsieur le député, que votre groupe, qui pendant 5 ans n'a cessé de creuser le déficit de la sécurité sociale en diminuant les droits de nos concitoyens, en multipliant les déremboursements et les franchises. Je comprends, monsieur le député, que vous ne puissiez vous engager pour un texte qui fait de l'accès aux droits, de l'accès à la santé et de l'égalité de tous les Français face à la santé une priorité. Je peux vous dire, monsieur le député, que nous écoutons les Français, comme nous écoutons les médecins, comme nous écoutons l'ensemble des professionnels de santé. Et c'est parce que nous les écoutons que nous faisons de la prévention et de la lutte contre les lobbies une priorité. Alors si vous voulez agir pour la prévention, monsieur le député, votez pour le paquet neutre, votez pour les mesures contre le tabagisme, votez pour les mesures qui vont permettre aux jeunes de ne plus souffrir d'un bruit excessif. Votez, monsieur le député, pour les mesures qui vont renforcer le dépistage des maladies et de tout ce qui vient concerner la santé des plus jeunes de nos concitoyens. Si vous vous préoccupez des Français, monsieur le député, alors avec nous, vous irez pour le tiers payant généralisé qui doit permettre, dans des conditions simples et accessibles aux médecins, de permettre à tous nos concitoyens d'accéder aux médecins généralistes et à l'ensemble des médecins et des professionnels de santé. Si vous voulez, monsieur le député, favoriser la santé de nos concitoyens... Merci. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Cahier de doléances, c'est dans un instant. Un quart des enfants entre 11 et 15 ans est malade de l'école. L'épidémie frappe les collèges des grandes villes. Et pour l'instant, elle est encore largement invisible. L'école, de plus en plus, n'est qu'une antichambre de l'entreprise. Ils m'ont mis dans la tête que c'est la carrière avant tout, quoi. C'est qui? C'est vos parents, c'est l'école, c'est tout. Qui a le meilleur système scolaire en Europe? À l'affiche de grand écran, un documentaire qui compare la vie quotidienne des petits collégiens en France, en Allemagne et en Finlande. Juste après le film, place au débat avec 3 enseignants, justement. Grand écran, c'est en partenariat avec France Inter. Grand écran, présenté par Émilie Aubry, c'est samedi à 17h. C'est l'histoire d'une cohabitation difficile, entre sédentaires et nomades, mais surtout entre confort et misère. Celle de migrants fuyant l'Europe de l'Est pour vivre aux portes de nos villes, dans des bidonvilles. Ces gens-là agressent les Français dans leur façon d'être, pas physiquement, mais
leur façon d'être est difficile à accepter dans une démocratie. Dans les métros, les pickpockets, il n'y a que ça, ils sont 5, 6, 7. Malheureusement, sont mineurs, on les ramène, on les relâche. Ils ramassent de la ferraille, ils trafiquent dans tous les sens. Ils sont dans les feux rouges, cambriolage, vol à l'étalage. C'est des réseaux organisés en fait. Ils les envoient, les femmes, les enfants, les jeunes, pour faire la manche pour les femmes et les enfants. Ils préfèrent rester dans la rue, demander des sous, faire n'importe quoi, à la place d'essayer de s'intégrer, de faire quelque chose de bon avec sa vie. Ce rejet partagé est souvent lié à de mauvaises rencontres et à une certaine confusion entre ce qui relève de la culture nomade, des gens du voyage, et ce qui relève de la misère, celle de Rome, parfaitement sédentaire. Derrière le mot Rome, en fait, on a des groupes qui sont très différents, qui ont des histoires différentes. En gros, les Roms, ce qu'on sait sur eux, c'est qu'ils sont arrivés entre le XIVe et le XVe siècle en Europe, et ils sont devenus en fait le produit des histoires locales. Quand on parle en France des Roms, on désigne en fait des personnes qui sont entre 15 et 20 000, qui vivraient dans des bidonvilles, dont certaines sont roms, toutes ne sont pas roms. C'est des gens qui migrent pour des raisons de guerre, par exemple suite à la guerre à l'ex-Yougoslavie, des raisons discriminatoires ou des raisons économiques. Et donc il y a vraiment cette confusion qui empêche de réfléchir à la question rome comme il se doit. On oublie de voir le problème social. Nous sommes dans les environs